On n'a toujours pas parlé de ce que tu fais réellement. Donc, tu peux aller loin dans le détail, c'est pas un souci tant que tu arrives à le vulgariser. Mais donc au final, toi, ton métier, quelles sont les actions que tu mets au quotidien? Qu'est-ce que tu fais, voilà, tout simplement dans la vie, quoi. Bon, ça peut être long comme ça peut être court, donc on peut aller entre les deux. Bah, moi, donc, comme je disais, je suis chercheur, donc chercheur au centre de recherche du CHU Saint-Lucie, qui est un centre de recherche pédiatrique. Donc je travaille avec des enfants, et spécifiquement avec les enfants qui ont le cancer aujourd'hui. Et donc je suis ces enfants-là et j'essaie de comprendre. On a de la chance avec les traitements qu'on a développés très récemment là. Eh bien, les enfants ont un taux de survie qui est assez élevé. On arrive à 90-95% de survie, ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment bien. Ce qui change il y a 40 ans, il y a 20 ans, c'était encore 50% par exemple pour certains cancers. Donc il y a vraiment beaucoup de progrès. Mais du coup, maintenant, il y a un transfert des problèmes. Ce n'est plus simplement juste les cancers en eux-mêmes, mais c'est leurs effets secondaires qu'on veut regarder. C'est les effets à long terme. Ils vont développer des problèmes neurologiques, des problèmes au niveau du cœur, des problèmes de surpoids, aussi des problèmes de, de gras dans le sang. On appelle ça la dyslipidémie, c'est la quantité de lipides qui vont se promener dans ton sang. Et ça peut créer d'autres problèmes, donc des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, donc des AVC, à long terme. Donc tu trouves en fait, moi j'aimerais réunir tout ça sous ce qu'on appelle, pas trop utiliser les termes jargon, mais c'est une forme de paradigme de vieillissement prématuré. C'est-à-dire que tu as des enfants ou des jeunes adultes qui ont eu leur traitement de cancer, qui se retrouvent à 20, à 25-30 ans à avoir un âge métabolique, c'est-à-dire une santé, équivalente de quelqu'un de 60, 65, 70 ans. Donc avec les mêmes risques. Tout ça parce qu'ils ont été, ils ont eu un cancer, ce qui est déjà moins pas top, mais ils ont été exposés à beaucoup de chimiothérapie, donc c'est 2 ans pour certains traitements de chimiothérapie chaque semaine, à de la radiothérapie, donc tout ça, ça a un impact important sur le corps. Donc nous maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, eh bien, c'est quel est cet impact exactement à différents niveaux sur les organes, sur aussi les bactéries qui vivent dans notre intestin, parce que ça c'est extrêmement important, ces bactéries-là, c'est considéré comme un organe à part entière, si tu veux, les bactéries digestives, au niveau neurologique, psychologique, etc. Et donc on essaie de comprendre c'est quoi l'effet de ces traitements-là, et une fois qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on peut agir pendant les traitements pour limiter l'apparition des effets à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en général en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, en termes de conseils psychologiques? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les traitements pour que plus tard, eh bien, ces problèmes-là n'apparaissent pas, pour que les enfants n'aient pas ces problèmes de lipides dans le sang, pour qu'ils n'aient pas ces problèmes de diabète ou de problèmes cardiovasculaires. Et donc c'est à ça que je m'intéresse. Donc c'est vraiment à la frontière entre biologie moléculaire, entre cancérologie, entre nutrition, activité physique. C'est vraiment un projet que je mène multidisciplinaire, comme on dit, qui permet donc d'avoir plusieurs perspectives, mais d'essayer d'agir concrètement aussi une fois qu'on a ces informations-là pour que les enfants eh bien, survivent, mais survivent en bonne santé. On leur fait une prolongation de leur vie, mais que ça soit un réel cadeau et non des contraintes en fait par la suite, quoi. Tout à fait, mais surtout que certains des patients qui peuvent avoir des cancers secondaires qui naissent, ils ont eu leur cancer, ils ont été traités, ils ont survécu, mais plus tard, 10-15 ans plus tard, il y a un autre cancer qui naît à cause de la thérapie, parce que la thérapie, ça cause des mutations dans les gènes. Et donc, ça prend du temps à naître, mais ils apparaissent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter ça. Puis certaines de ces maladies peuvent développer des problèmes cardiaques à 30 ans, 35 ans, et ça peut être vraiment problématique. Donc, comme je te disais, donc, l'important pour nous, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe pendant la thérapie pour essayer d'agir pendant la thérapie. Des fois aussi un peu après, parce qu'on comprend que c'est des choses qui prennent 10 à 15 ans à se développer. Donc, agir pendant pour éviter que les causes du problème ne soient trop importantes, que les effets secondaires soient trop importants, c'est bien. Et puis agir et encadrer sur le long terme, c'est aussi plus important. Et ce qui est bien aussi, c'est que certes, ce sont des choses un peu extrêmes chez ces enfants-là, mais ce qu'on peut tirer comme connaissance de ça, ça s'applique à tout le monde au final. Parce que si on trouve des solutions pour des cas aussi extrêmes, pour ces maladies-là, eh bien, ça va être des solutions applicables à tout le monde. Et nous, on ne veut pas des solutions vraiment genre compliquées, difficiles à mettre en place, etc. On parle d'enfants qui ont le cancer, qui sont hospitalisés. Donc, c'est vraiment pas des solutions très restrictives. Là. On veut déjà qu'ils arrivent à manger.
à bouger un petit peu. Et puis, donc les outils qu'on développe là derrière, bah, ils pourraient être applicables à tout le monde, parce que si eux arrivent à le faire, je pense que la plupart des gens pourraient aussi. D'accord. Et qu'est-ce que voilà, donc ces enfants ou les gens en règle générale, comme petite astuce, pourraient mettre en place pour améliorer leur santé au final? Plusieurs écoles là, qui vont s'affronter. Évidemment, toujours il y en a qui vont dire les gens. Lorsque tu travailles avec une équipe multidisciplinaire, les gens qui sont dans l'activité physique disent c'est l'activité physique qui est la plus importante. Les gens en nutrition te disent l'alimentation c'est essentiel, c'est ça qui passe prime d'abord. Ainsi de suite. Les médecins ils vont te dire il faut que les traitements fonctionnent, que la thérapie fonctionne, etc. Et donc pour les gens en général, il faut que vous soyez en bonne santé ou que vous n'ayez pas de maladie ou d'inflammation. En fait, moi, ma vision, et c'est peut-être aussi là l'avantage d'être dans le carrefour entre tout ça, c'est qu'il faut prendre les choses à- j'allais dire, dans leur globalité et sur tous les fronts à la fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'attaquer à tout de façon massive à la fois. Je vais prendre un exemple, comme tu disais, de façon un peu simplifiée. Là. Mettons quelqu'un qui est en surpoids. Je prends ces exemples-là parce que c'est quelque chose avec lequel je travaille régulièrement. Quelqu'un qui veut perdre un petit peu de poids. euh, la stratégie habituelle qu'on va lui dire, c'est mets-toi en déficit calorique, c'est-à-dire mange un petit peu moins d'énergie pour diminuer tes apports énergiques, et puis va faire un peu de sport par exemple. Et en fait, si tu prends juste ces deux aspects-là, ça se peut qu'ils perdent un peu de poids, mais ça se peut que non. Parce qu'il y a d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, est-ce que cette personne-là, elle vit dans une ville où elle peut se déplacer librement, sans danger? Ça affecte à quel point elle va marcher à pied ou bien juste prendre les transports. Est-ce que cette personne-là, elle habite proche d'une épicerie qui peut vendre des fruits et légumes? C'est des facteurs qui sont, entre guillemets, comment on appelle ça? Qui ont l'air secondaires, mais qui influencent en fait les conseils que tu vas donner. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, mange plus de fruits et légumes, est-ce qu'il peut y accéder? Si tu dis à quelqu'un, est-ce que c'est difficile d'y accéder ou est-ce que c'est plus facile d'aller au McDonald's qui est à côté, si tu veux? C'est des trucs qui peuvent être compliqués, mais en fait, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer de prendre les choses dans leur ensemble. Et pour moi, les trois trucs principaux simples sur lesquels on peut agir d'abord, évidemment, c'est le sommeil, et c'est lui que je mets d'abord, pour plusieurs raisons. Si le sommeil n'est pas positionné, structuré à des heures posées et tu dors tes 7-8 heures de sommeil, il se trouve que ton alimentation elle part en vrac. Et des études qui ont montré que si tu dors ne serait-ce que 2 heures de moins en une journée, donc tu as un déficit de sommeil de 2 heures, tu manges 400-500 kilocalories de plus la journée d'après. Euh, Ouais, si tu veux, en termes d'exemple, comparativement à ça, c'est que c'est lié à un système qui s'appelle les systèmes endocannabinoïdes. C'est le même système que pour le cannabis. Donc, pour ceux qui pourraient imaginer, j'en parle librement parce que nous, c'est légal au, au Canada. Euh, mais ceux qui auraient consommé du cannabis connaissent le concept ils appellent ça le munchies aux États-Unis. Là, c'est le fait d'avoir faim, toujours envie de manger. Ça a le même effet. C'est les mêmes effets. Donc, tu as cette envie de manger qui vient lorsque tu dors pas. Et donc, ça a le même effet sur ton cerveau. Il s'éteint à moitié. La zone cortex préfrontal de ton cerveau, celle qui définit si tu réponds ou pas à un stimulus d'envie ou social. Donc, par exemple, quand je te sers un verre supplémentaire, le fait de non, je veux pas boire de plus, c'est cette partie-là de ton cerveau qui définit oui ou non. Le problème, c'est que lorsque tu dors pas, elle est un petit peu dans la brume. Et donc, tu vas être là, vas-y, je reprends. Ah bah tiens, si je reprenais un autre paquet de chips. Euh, et il se trouve que donc, quand tu dors pas, ça a cet aspect-là. Et ça a un aspect aussi sur l'activité physique. Tu vas être moins performant, tu vas être plus fatigué, ta tension artérielle va pas être optimale lorsque tu n'as pas assez dormi. Et donc, pour la partie exercice, forcément, tu auras moins de motivation. Ça a aussi un effet sur psychologie, parce que, évidemment, si tu es déjà dans la brume de ne pas avoir dormi, et qu'en plus tu as mal mangé parce que tu as mal dormi, que tu n'as pas d'énergie, psychologiquement, tu n'as pas envie d'aller à la gym ou aller t'entraîner à la salle de sport ou aller courir ou ce que tu veux. Et donc, le sommeil pour moi est vraiment primordial à tous les niveaux. On parle de perte de poids, mais juste pour vieillir en santé, parce que sur la longue durée, si tu dors pas bien, si ton sommeil n'est pas structuré, et quand je dis structuré, c'est vraiment avoir la quantité d'heures de sommeil et voir quelle est la routine que tu poses avant d'aller te coucher qui fait que tu vas dormir dans une condition optimale, si tu veux. Il y a sans bruit, comme on parle toujours des écrans là avant d'aller se coucher. Et donc c'est vraiment travailler sur son sommeil qui peut être initialement la chose la plus simple à faire. Parce qu'en réalité, ça veut juste dire aller se coucher à une certaine heure. On peut s'endormir ou pas. Mais créer une routine pour aller se coucher à une certaine heure, ton corps va prendre l'habitude un petit peu de faire ça.
Ensuite, bon, on pourra parler nutrition, on pourra parler sport, ce que tu veux. Mais si le sommeil marche pas, il n'y a rien qui marchera. D'accord, ouais, ouais, c'est intéressant ça. T'as pas encore d'enfant, toi? Non. Non, d'accord. Mais je sais que c'est une partie de ma vie qui a été le plus dur, je crois, qui est la première année où il a pas fait ses putains de Ouais. nuits, où là tu te dis, mais tu comprends que les militaires, ils utilisent le sommeil pour te détruire et pour te laver le cerveau, en fait, parce que Ah oui, mais sans sommeil, t'es une larve, quoi. exactement. Ouais, ouais. Puis si tu as eu l'expérience justement de fait d'avoir des enfants, bah du coup l'expérience aussi, tu comprends pourquoi on dit aux enfants d'aller se coucher à 21h30 ou 20, peut-être on leur donne des heures fixes pour aller se coucher, c'est l'heure d'aller vous coucher. Et puis on a une structure quand on leur dit d'aller se coucher, c'est brossez-vous les dents, on va aller se laver, on va aller changer, on va se coucher, puis on fait souvent la routine de lecture. Puis ces routines-là, puis ça marche aussi pour l'alimentation, je t'en parlais juste après, là. En traite les enfants d'une certaine manière, puis une fois qu'on est adulte, on est en mode, ok, c'est bon, c'est la fête, nous on fait un tout n'importe quoi, sauf que notre corps, on n'a plus notre corps d'enfant évidemment, on a eu l'adolescence qui nous a fait changer, mais en fait, dans la structure en elle-même, le corps est extrêmement routinier. Donc, lorsque tu fais des journées en zigzag, etc., ton corps, il déteste ça. Et quand je te parle du sommeil, bah, donc les enfants, on leur dit ça, ils se couchent, ils ont une structure de sommeil. Normalement, l'idéal, hein, on évite leur écran avant qu'ils aillent se coucher, allez vous brosser les dents, on prend 15-20 minutes pour qu'ils. Sinon, tu sais que je pense que si t'as, moi j'ai des nièces, j'ai pas des enfants, mais lorsqu'elles sont ici, je comprends, je comprends la douleur là. C'est que s'il n'y a pas de structure, elles sautent de partout, elles sortent du lit, c'est impossible à vivre. Et en fait, s'il y a une structure, si tu mets ça, les habitudes de sommeil, eh bien, elles finissent par s'endormir assez rapidement. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Tu sais, on dit toujours, euh, mange tes légumes et ensuite tu auras le droit de manger le reste, que ce soit le dessert ou l'alimentation. Moi, j'ai une nièce qui est très picky, et donc on lui dit souvent, bah, tu vas manger tes légumes et ensuite tu auras droit à tes carbohydrates, tes pâtes ou ta viande, et ensuite tu auras droit à ton dessert. Sinon, elle mange pas les légumes, elle mange juste tout le reste. Euh, et ça, c'est bête, mais c'est l'un des meilleurs conseils que tu peux donner à des adultes. Parce qu'en fait, structurellement parlant, dans ton alimentation, si tu manges des. Moi, par exemple, en termes d'alimentation, je mange mes crudités, mes fruits, etc., bien avant, juste avant de manger tout le reste. Parce que ça a un effet sur ton alimentation, sur ton bol digestif, là, de ralentir la digestion de tout, des protéines, des lipides, des glucides, ce qui va avoir tu vas avoir moins un gros pic de sucre dans ton sang. Là. Et les gros pics de sucre dans le sang, c'est ce qui pose les plus gros problèmes. Ça fait que tu stockes des graisses, ça fait que ton foie, il y a un pic d'insuline après, et ces pics-là, comme ça, fait qu'en général, tu es extrêmement fatigué après avoir mangé, tu sais, quand tu as bien bouffé à midi, là, et que t'en peux plus. Ça vient de là. Et en fait, si tu avais mangé juste tes légumes et tes fruits juste avant, bah t'aurais pas ce pic-là et tu serais moins cette fatigue-là à midi. Et c'est un des conseils les plus simples qu'on donne aux enfants et qu'on s'applique en général pas à nous parce qu'on est là, mange ton truc vite fait, puis tu prends ton fruit après en général. On n'a pas cette structure là qu'on leur demande. Et souvent, bah, ce qu'on demande aux enfants, c'est vraiment des choses qu'on devrait s'appliquer à nous de base. Tu D'accord, ouais, c'est intéressant. De ta vision, moi, c'est vrai que quand je te connaissais, tu pratiquais le jeûne, par exemple, régulièrement, quoi. Toi, de ta vision, je dirais, de chercheur biologiste, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Souvent, ce qu'on parle de jeûne, ça va être le jeûne intermittent parce qu'on très, très peu de gens vont jeûner pendant des semaines. L'idée du jeûne intermittent, c'est de restreindre les apports caloriques, comme on dit, manger, si tu veux, l'énergie, prendre de l'énergie, à une fenêtre de temps dans la journée. Souvent, c'est 16 à 18 heures. Et donc, il y a des bénéfices scientifiques qui sont démontrés, qui sont extrêmement solides, sur principalement la santé, comme on dit, cardio-métabolique. Quand je dis cardio-métabolique, c'est cardiaque, mais aussi diabète, obésité, euh, et tous les autres désordres qui sont rattachés à ces désordres-là. Et donc ça a des bénéfices extrêmement marqués là-dessus. Ça a aussi des bénéfices en termes d'activité physique. Ça peut avoir, ça augmente pas forcément les capacités, mais par contre ça augmente comment ton corps va répondre au sucre. Donc forcément ça augmente, ça modifie comment tes muscles vont répondre aussi. Leur capacité à absorber le sucre dans le sang par exemple. Et donc le tout ensemble, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Jeûner, effectivement, en lui-même, ça a beaucoup de bénéfices sur le vieillissement, parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu manges, ton alimentation apporte de l'énergie. Cette énergie, elle va être oxydée d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Et cette oxydation,
c'est de l'oxygène, si tu veux, ça crée des radicaux libres qui vont venir accélérer le vieillissement de ton corps. Et donc, plus tu manges, plus tu vieillis rapidement. De la même manière, plus tu fais d'exercice, c'est un peu contre-intuitif, mais si tu cours beaucoup, si tu fais beaucoup de sport, bah, tu vieillis plus vite aussi. Donc, quelqu'un qui voudrait par exemple vieillir moins vite, je mets ça entre gros guillemets, bah, faudrait qu'il mange très peu et puis qu'il fasse très peu d'exercice. Et là, il va vivre longtemps, si tu veux. Dans quel état physique et psychologique? Physique, probablement que ça ira. Psychologique, je suis pas sûr. Parce que il faut vouloir vivre avec très peu de calories, etc. Maintenant, le jeûne intermittent lui-même, il faut juste je mettrais des gros guillemets selon les types de personnes en fait, parce que ça peut convenir à certaines personnes, comme ça peut absolument être désastreux pour d'autres personnes. Quand je dis que ça peut convenir à certaines personnes, les personnes qui, par exemple, n'ont jamais faim le matin, c'est pas quelque chose qui est naturel pour eux, et que même s'ils mangent le matin, ça les fatigue. Mais ils peuvent très bien jeûner jusqu'à midi, puis leur vie il n'y aura aucune différence. Par contre, il y a des personnes qui ont des troubles de l'alimentation, des troubles des TDA, des troubles de désordre d'alimentation. Donc ça peut inclure l'anorexie, mais ça peut inclure de l'autre côté la boulimie, ça peut inclure aussi l'hyperphagie, qui n'est pas forcément la même chose, parce que des fois il y en a qui revomissent, qui sont trop mangés, et d'autres non, qui vont le garder. Et ça, c'est des troubles de désordre alimentaire qui, lorsque tu crées des restrictions de ce genre vraiment sévères, du genre que tu ne manges pas, en termes de signaux dans le cerveau, la structure de comment ils sont faits, eh bien, ça crée l'effet inverse. C'est-à-dire que ça augmente au lieu de toi. Normalement, chez la plupart des gens, si tu mets en jeûne, tu as moins faim avec le temps. Eux, ils auront de plus en plus faim. Puis, ils vont avoir psychologiquement, un snap, ils vont se mettre, au bout d'une semaine, deux, à compulser l'alimentation. Donc, ils vont se mettre à manger de plus en plus sans pouvoir contrôler. Et c'est pas quelque chose que tu volonté ou pas, c'est vraiment pas une affaire de volonté, c'est vraiment encore une fois une affaire de physiologie du cerveau qui fait que si tu leur dis bah privez-vous de telle heure à telle heure, ça va marcher une semaine, ça va marcher 2 semaines et ensuite ils vont se mettre à manger de façon incontrôlée et incontrôlable. Vraiment, c'est comme si encore une fois tu leur avais donné une bouteille entière de vodka là, puis tu leur disais de prendre une décision rationnelle ensuite. C'est compliqué. Et donc, c'est vraiment physiologique, donc c'est pas un choix. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, c'est comme la méditation par exemple. La méditation, c'est très bien pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes dans certains états psychologiques, ça peut causer vraiment des désordres dans le cerveau. Donc, il faut vraiment choisir. Moi, je dirais de tester, hein, ça prend toujours de tester pour savoir où est-ce qu'on en est, mais avec l'aide peut-être d'un médecin ou de quelqu'un qui peut vous suivre, parce que ça peut être risqué, ça peut vous faire tomber dans un déséquilibre total, qui après pour y en sortir, eh ben, ça peut être aussi compliqué. Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Moi, quoi, ce que j'aime dans ton caractère et ta personnalité, c'est que tu prends vraiment toute la partie dans sa globalité. Là, je trouve que, quoi, moi, de ma vision, il y a une dérive sectaire un petit peu du développement personnel, où dans le sport, par exemple, oui, il y a là, c'est la mode du jeûne intermittent, etc. Faut foncer, etc. Oui, mais oui, pour certaines personnes, tu as raison, c'est ok, et pour d'autres, bah voilà, ça peut avoir des séquelles. La méditation, on n'en parle pas, mais c'est vrai que des personnes qui ont des problèmes psychologiques, surtout schizophrènes par exemple, bah c'est très grave en fait ce qu'on leur dit de faire. Or c'est pourtant bienveillant. On pense que c'est pour la bonne cause, ça peut leur faire du bien, etc. Et pourtant, on va les détruire à faire ça. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux au final. Donc, Exactement. Et c'est là où c'est. moi, je Excuse-moi de te parle. couper, mais je pense que c'est. Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Bah, non, en fait, je dis souvent, quel que soit l'outil, l'outil n'est jamais le problème, mais surtout son utilisation, au final. Exactement. Puis c'est là aussi où il faut remettre en contexte, souvent, je pense qu'avec l'ère d'Internet, où on a accès à toutes les connaissances, etc., les gens se positionnent en tant que, bah, tu sais, j'ai l'information, je vais l'utiliser. Et c'est là où on se rend pas compte de l'importance d'avoir des spécialistes dans un domaine. Par exemple, avoir le soutien d'un nutritionniste ou d'un psychologue ou d'un coach sportif dédié spécifiquement, mais pas juste un coach genre, vas-y, soulève tes poids, mais qui connaît vraiment la science derrière. Mais en fait, ça te permet de venir choisir exactement la bonne stratégie parce que si quelqu'un, vous avez déjà été chez un psychologue, selon, pour un même problème, pour des personnes similaires, il peut proposer différents outils
dans toute une panoplie d'outils pour aller résoudre ce problème-là, ou en tout cas le contrôler. Et c'est pareil pour l'alimentation. Moi, en Ouais, termes de c'est l'effet nutrition, cumulé. si par exemple, on prend un exemple très très simple. Tu veux quelqu'un qui est obèse, vraiment en obésité morbide, là, puis tu veux lui faire perdre du poids. La stratégie la plus basique, c'est vraiment d'y aller de façon contrôlée, de lui dire, tu vas limiter tes apports caloriques, etc. Tu vas faire une diète restrictive entre guillemets en termes caloriques. C'est-à-dire on diminue l'énergie, mais on s'assure qu'il a toutes les protéines, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut pour pas qu'il soit en mauvaise santé. Et le problème, c'est que cette personne-là, est-ce qu'elle est en surpoids parce que là simplement, je sais pas, sa situation de surpoids elle est due économique, par exemple, quelqu'un qui a pas d'argent mange en général plus mal parce que la bouffe qui est de basse qualité, c'est la moins chère. Ou alors c'est quelqu'un qui a des problèmes, comme je disais, de troubles de comportement alimentaire, qui va pas pouvoir contrôler tel ou tel apport. Et donc la stratégie que tu vas lui offrir, c'est pas la même. Si tu commences à faire une restriction chez quelqu'un qui a un problème de trouble du comportement alimentaire, il va manger plus. C'est mathématique. Tu vas diminuer, 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 ça va craquer, ça va passer de l'autre sens. Si tu fais chez quelqu'un qui, tu vas lui demander de manger moins chez quelqu'un ou de manger mieux, comme qui dirait quelqu'un qui n'a pas d'argent, bah, comment? Et c'est là où la stratégie, tu vas lui dire, ok, bah, peut-être pense à acheter ceci ou ceci ou cela en considérant le prix. Dans ton conseil, toi, tu vas plutôt penser côté prix. Donc, quand je te parlais du tout début de bien comprendre le problème, c'est vraiment ça. Et moi, ma vision là-dessus, c'est que tu peux pas vraiment. Moi, j'aime bien voir les choses en réseau, si tu veux. Imagine, toi, tu es une personne, tu es une petite boule attachée par plein de fils, de partout. Et donc, imagine que tu essaies de tirer d'un côté, par exemple, la perte de poids, tu essaies de perdre du poids, mais que le fil sommeil te maintient parce que tu dors pas assez bien. Si tu tires pas sur le fil sommeil et sur le fil poids, par exemple, bah, tu risques pas de perdre du poids ou de gagner du poids. Il y en a qui veulent prendre du muscle aussi. Donc c'est la même chose. Si tu dors pas bien, ça marche pas. Mais du coup, si tu fais pas de sport, le fil sport te tire dans l'autre sens encore une fois. Et donc, en fait, il faut que tu tires. Et c'est ça qui est bien avec le corps, c'est que t'as pas besoin de tirer fort sur tous ces fils-là. Parce qu'on peut se dire, bah, je vais pas pouvoir faire ça. Si j'ai des enfants, machin. T'as pas besoin de tirer fort. Un petit déficit de 100-200 calories, avec un rythme de sommeil normal, avec ne serait-ce que 10 minutes d'exercice par jour. Je te demande pas de faire 15 heures par exemple, 10 minutes. Vraiment. Et c'est pas une blague, 10-15 minutes peut faire une énorme différence dans une vie. Parce que ça s'additionne en fait. Au fur et à mesure que le temps, c'est des Ouais, petits. c'est l'effet cumulé. Exactement. Et mais le problème c'est que tu peux pas vraiment le faire si demain tu te mets à faire juste du sport. Tu risques de laisser tomber parce que au bout d'un moment, bah, ton sommeil a fait que tu étais fatigué, tu as raté une fois, puis tu as mal mangé une autre fois, puis tu es fatigué, puis tu as arrêté. Ton abonnement à la salle de sport, il reste caché de côté. Si tu essaies de manger mieux, mais tu t'es pas entraîné, tu as mal dormi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça va partir en vrille. Donc, pour moi, il faut prendre les choses dans leur globalité, mais ne pas hésiter à demander l'aide de certaines personnes pour le fine-tuning, si tu veux, le réglage un petit peu en détail de chacun des aspects-là. Parce que des fois, t'as pas aussi toutes les connaissances. Moi, je pourrais te donner tous les aspects à contrôler physiologiquement, si tu veux, parce que moi, je les connais, c'est mon travail, littéralement. Et donc, j'ai étudié la littérature, la science derrière, ce qui me prouvait, ce qui était juste des mythes, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de mythes dans tous ces domaines-là. Hein, je pense que tu l'as vu, tout ce qui peut traîner. Il y a énormément de mythes. Et faire le tri de tout ça, en général, ça prend des gens qui connaissent, donc des nutritionnistes, des spécialistes. Faire le tri, même des psychologues à ce niveau-là. Donc, le seul problème, c'est évidemment une sorte de coût. Des fois, on n'a pas les moyens d'aller voir tout ça. Moi, je pense que le plus simple, c'est d'y aller simplement, progressivement, régler le sommeil, régler un petit peu l'activité physique, petit à petit. Et c'est fou, en fait. Je pense que l'une des phrases qui a changé ma vie pas mal, moi, ces dernières années, c'était c'est un ami, quelqu'un que je connais ici à Montréal, là, qui m'a dit, tu sais, on surestime souvent ce qu'on peut faire par des petites étapes. On sous-estime, pardon, ce qu'on peut faire en un an ou en un mois. On se dit, en un an, je vais pouvoir faire tout ça. Et en fait, on sous-estime ce qu'on arrive à faire par 5 minutes par jour. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, ah, tiens, je vais faire ce projet-là cette année, début d'année, c'est toujours comme ça, là. Oh, je vais faire ça, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis ça va être bien. Puis dans sa journée, on continue sa journée en changeant pas grand chose. Puis premiers mois passent, puis le deuxième, puis on arrive à la fin de l'année, on n'a rien fait. Ou 10% de ce qu'on voulait faire. Alors que si de l'autre côté on se disait, aujourd'hui, je passe 5 minutes par jour à lire sur ce sujet-là. Et je vais faire ça tous les jours. La force de cette activité-là, elle est vraiment
immense. On la sous-estime vraiment. Donc, moi, j'encouragerais vraiment à faire des toutes petites choses, mais de façon consistante, que d'essayer de se donner des gros défis. Et de toucher à tous les niveaux pour bah, tu sais, se diriger vers la bonne direction. Si tu Ouais, ouais, bah, c'est, alors j'ai plus l'auteur, mais c'est l'effet cumulé, et c'est super, hein, c'est exactement ça, bah, au lieu de te dire, ouais, je vais courir, aller 3 fois la semaine, alors que ça fait 10 ans que t'as pas couru, bah, cours juste 5 minutes, mets tes pompes, va marcher, même cours pas, en fait, la première fois. Mais ce qui fait que peut-être que dans 15 jours, tu vas te mettre à courir juste 10 minutes, et au bout d'un mois, bah, tu cours un quart d'heure, puis ça se trouve, au bout d'un an, tu feras un marathon, quoi. Ah oui. Ou pas. De toute façon, c'est même pas le but de se mettre cet objectif-là. Sinon, t'as des chances de pas le réaliser, en fait. C'est juste y aller petite veux. étape par Exactement. étape, quoi. Notre corps, il est fait pour ça. Il est fait pour avancer incrémentalement. On a ce qu'on appelle en biologie des équilibres dynamiques. Tu es dans un état d'équilibre aujourd'hui. Ton corps est dans un état d'équilibre, qui soit un équilibre bénéfique ou pas. Il ne faut pas prendre le mot équilibre comme étant bien. Donc tu es dans un état d'équilibre. Si tu essaies de le faire bouger cet équilibre-là, il va revenir là où il est. C'est ça son boulot, c'est de te maintenir dans un état à peu près stable. Par exemple, si je te mets dans une chambre froide, ton corps va se mettre à faire de l'énergie pour revenir à garder sa température. Si je te mets dans la chaleur, tu vas transpirer pour redescendre. Ça c'est en termes thermiques. Si je te donne moins de... Si par exemple je te fais faire une diète restrictive, à un moment donné tes dépenses énergétiques vont diminuer aussi. Ce qui fait que tu vas arrêter de perdre du poids, même si tu manges moins parce que ton corps il s'est habitué. Il va se dire, métaboliquement parlant, je diminue un petit peu. Donc il y a un équilibre dynamique. Et si par exemple tu reprends l'alimentation, il va remonter, il va te suivre. Et cet équilibre-là prend du temps à bouger d'un équilibre, d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre. Donc si je te tape, si par exemple là, tu dis je vais courir, puis tu te mets à courir 20 minutes là, tu vas avoir un léger impact sur ta course, mais dès que tu arrêtes ou que tu es fatigué, etc., il revient à un état de ah, t'es fatigué, t'as pas envie de courir. Et ces équilibres dynamiques-là, ils se changent pas en faisant des gros effets dessus. En tapant dessus, tu sais, je pense qu'il y a une image, imagine que tu tapes sur l'eau, donc tu vas le faire bouger, ça va faire des vagues, mais reviens toujours à être calme. Si tu veux vraiment que ton eau soit différente, ou tu veux la faire bouger ailleurs, il va falloir quelque chose de plus profond. Tu vas voir par exemple créer un canal à côté pour la dériver. Donc ça prend beaucoup plus de temps que de simplement essayer de la pousser une fois. Si tu la pousses, elle revient. Tu essaies de faire une petite vaguelette, elle revient. Donc le corps c'est pareil, et ces équilibres-là veut dire que biologiquement parlant, c'est comme ça que ça marche. Il faut y aller par petites étapes, mais répétitives, encore et encore et encore. Ok, ouais, c'est bien ça. Je vois bien l'idée. Ça peut aider beaucoup de gens, au final, en fait. Oui, ben surtout que le corps. J'avais une autre image sur laquelle j'étais tombé sur internet que j'ai beaucoup aimé, moi. C'est sur les habitudes en général, mais surtout les objectifs quand ça concerne ton corps, ta santé, vieillir en santé, etc. C'est que on est sur une autoroute dans la vie. On a nos habitudes, on est posé comme ça. Et je me lève, je fais ça, je prends mon café. Cette autoroute-là, elle est facile à emprunter, elle nous emmène quelque part. Est-ce que ça t'emmène à vivre à 70 ans, 75 ans? Est-ce que ça t'emmène à vivre en... Parce que c'est pas surtout la durée de la vie, mais c'est la vie en santé. Quelqu'un qui vit à 70 ans, qui est super actif, etc., bah, il a une vie, même s'il vit que 70 ans, il y a une vie beaucoup plus fulfilling, je ne sais pas c'est quoi en français, beaucoup plus remplie que quelqu'un qui arriverait là, mais malade, fatigué, sous les médicaments, etc. Donc, c'est pas forcément vivre plus longtemps, mais c'est surtout vivre en santé qu'il faut viser. Là. Et cette autoroute-là, eh bien, lorsqu'on veut changer, on ne peut pas vraiment déconstruire toute l'autoroute pour en construire une autre à côté. Là. Il faut essayer de passer sur un petit chemin à côté. Un petit chemin. Et au fur et à mesure où tu passes dans ce chemin-là, donc c'est un chemin par exemple qui dit moi j'ai l'habitude tous les matins, pour ceux qui fument, de fumer une cigarette le matin avant de me lever là, ou avant de prendre mon café. C'est mon habitude. Bah, juste arrêter cette cigarette-là du matin, tu es parti sur un autre petit chemin. Alors au début, c'est quand tu pars dans un petit chemin, c'est compliqué parce qu'il est broussailleux, c'est dur, c'est normal. Ah, c'est du caillou. Et donc ça c'est compliqué parce que sur ce chemin-là, bah, il faut que tu pousses. Mais ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure où tu passes dessus, encore et encore et encore, bah, ça devient de plus en plus facile de passer dessus parce que bah, tu l'as dégagé, puis au fur et à mesure que tu pars, tu enlèves une herbe par-ci, tu commences à bétonner par-là, puis des fois tu vas y revenir sur l'autoroute, c'est pas grave, parce que des fois tu vas te fatiguer, des fois tu vas être là à avoir flemme de passer par le chemin parce qu'il est plus petit, c'est vraiment comme la voiture là.
Mais des fois, si tu continues à y retourner encore et encore et encore et encore, bah finalement, ce chemin-là devient une autoroute. Et l'autre autoroute, comme elle n'est pas utilisée, elle finit par se décrépir. Et c'est comme ça que tu crées un nouveau chemin dans ta vie. C'est vraiment par... bah, au début, tu galères, tu pousses, tu pousses. Et c'est là où le concept de volonté entre en jeu, parce que la volonté, c'est comme un muscle. Elle s'épuise. Donc quand tu utilises... T'es là, tu tires. Mais la volonté fait rien dans la vie, parce que c'est pas la volonté qui fait une différence, c'est l'habitude. Et l'habitude, la volonté au début, c'est d'aller dans ce chemin broussailleux là, se galérer dessus quelques semaines. Mais une fois qu'il est créé et qu'il est ouvert, bah ça devient une habitude et tu laisses tomber l'ancienne et elle se décrépit, puis elle s'oublie. Et donc, faut pas se dire que les gens qui arrivent pas, c'est un manque de volonté, etc. La volonté, c'est vraiment le tout début, l'initiation. Mais c'est vraiment plutôt un manque de structure, encore une fois, un manque de, en tout cas, d'outils pour créer ces habitudes-là, de prendre le nouveau chemin, si tu veux. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça le plus essentiel, peut-être comme message à passer, que ce soit pour la santé cardio-métabolique, etc. Bah, c'est de, en fait, se concentrer sur ses habitudes en général. Parce que c'est ça qui fait la différence, c'est ça, c'est des habitudes, venir faire petit à petit chaque jour, c'est une habitude. Et donc, ces habitudes, on parle des habitudes de vie, mais on n'explique pas vraiment ce que c'est. Ben, aller se coucher à 23 heures tous les soirs, c'est une habitude de vie. Les marcher tous les jours 20 minutes, c'est une habitude de vie. Éviter ne serait-ce qu'une cigarette de moins par jour. C'est une nouvelle habitude, tu la mets en place. Elle va faire une grosse différence sur la durée. Et donc, c'est des petites habitudes, mais qui peuvent faire une grosse différence. Bah c'est clair. Bah ça c'est j'ai mon fils qui me l'a sorti il y a une semaine, mais vraiment en pleine face. Il s'amène avec sa petite tirelire et tout, et puis il me fait ouais, cet après-midi, on pourrait pas aller acheter un jouet, papa? Je fais non, Liam, t'abuses, on est sorti ce matin, on a été l'île aux enfants, machin, ouais, bref, c'est un grand parc pour les gosses, quoi. Je lui fais non, non, c'est le jouet, ça sera pas ce week-end, quoi. Bon, il revient une minute après, et puis il commence à me faire les poches, il me fait t'aurais pas une pièce ou deux, papa? Je fais Liam, non, t'abuses, quoi. Et il me fait, il me regarde, il met les bras croisés comme ça, et puis il me fait ouais, mais papa, tu m'as toujours dit les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et là, tu fais bam dans ta tronche, quoi, 6 ans et demi. Ah ouais. Et voilà, et donc en fait il a tout compris à son âge où bah oui, financièrement c'est les petites actions, les petits clients au final qui vont faire un grand tout plus tard. Oui, dans la perte de poids, bah c'est les petits kilogrammes, les petites habitudes qui vont avoir un impact plus tard. Dans les projets, bah c'est la construction de petits projets avec peu de personnes au démarrage, mais qui va décoller plus tard. Et ouais, les choses prennent du temps en fait. Bah, c'est toujours ça. Hein. On pourra se reparler un jour du concept du temps. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais effectivement, c'est une affaire, toute une affaire de temps. Tout revient au temps. Parce que c'est l'investissement de temps que tu as posé dessus, sous quelle forme. Moi, je pense que pour avoir une vie équilibrée, parce que tu as ton travail aussi en général à côté, peu importe ton projet, peu importe ta vie, tu peux donner qu'un certain temps limité dans ta journée, dans ta vie, pour certaines choses. Et si tu en donnes beaucoup trop d'un coup, tu vas t'épuiser, tu vas rentrer en burn-out, et sur la longue durée, ça marche pas. Tu vas avoir un mauvais équilibre entre ta vie de famille, etc., et ton travail. Et donc, encore une fois, dans le temps, au final, bah, c'est toujours ça, quand je disais t'entraîner 10 minutes, donne le temps que tu peux, et en général, aie confiance dans l'idée que des petits morceaux de temps, consacrés de façon continue, encore et encore, parce que, tu sais, on a le temps, enfin, oui, on a l'impression, on vit, les choses passent, mais une année dans une vie de quelqu'un, si tu investis de façon continue des petits morceaux de temps, ça fait une énorme différence. Sur une année, encore une fois, on sous-estime ce qu'on est capable de faire par ces petits points additifs de temps. Là. Mais comme disait Liam, bah, ce sont évidemment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et si tu prends le temps d'enrichir ce petit ruisseau, un jour, tu auras un torrent, et puis tu pourras aller acheter un jouet. Un gros jouet XXL. Exactement. Ah lui il a bien compris Larsouille. Ah là là. On est à combien? Je pense qu'on va s'arrêter là tant qu'à peut-être faire une autre interview un autre jour sur des sujets. Le sujet du temps, moi m'intéresse. Ça peut être très intéressant d'en discuter tous les deux.
Mais c'est Ça vrai sera avec plaisir. Ouais, j'essaye de faire un format moins de 45 minutes pour que ça soit audible pour les Parfait. gens. En tout Oui. cas, voilà, moi je te remercie, ça m'a beaucoup plu, c'était intéressant. J'espère que tu as C'était pris un du grand plaisir plaisir. d'échanger avec toi. Ouais, c'est pas un exercice toujours facile, l'interview. Ouais, mais c'est toujours le fun. Souvent, il faut s'y tenir. Une interview, c'est une conversation. Donc, j'aime bien on discute, on rebondit un petit peu sur les concepts. Puis tu sais, on a des concepts très spécialisés. Je pourrais rentrer en détail dans ce que je fais en recherche, etc. Mais en réalité, on peut toujours les généraliser à des choses utilisables par le commun des mortels. Puis même, tu sais, là, on arrive de recherche biomédicale, etc. Puis on arrive à la même conclusion que Liam, 6 ans et demi, qui a bien compris les choses sans avoir besoin d'être passé sur un doctorat et tout ce que tu veux, parce que l'idée est toujours là, et est essentielle. Et ça, j'aime beaucoup, moi, lorsque il y a des convergences entre des concepts qui peuvent être très compliqués, mais au final, leur généralisation la plus simple devient applicable à tout le monde, et ça, je trouve ça génial comme outcome, si tu veux. Tu m'étonnes. Ouais, ouais, t'as pas besoin d'avoir fait bac+5 au final pour qu'on être philosophe de ta vie, comprendre le fonctionnement, etc. Puis on a tous des Exactement. petites astuces, des machins. On parle souvent des C'est juste astuces que, des grands-mères, quoi. Et c'est génial, quoi. ouais, Oui, c'est ça. Puis c'est surtout ce qui est génial, en fait, c'est souvent on redécouvre des choses. T'as souvent justement ces maximes-là, là. Des fois on les comprend pas jusqu'à ce qu'on les comprenne. Tu sais, les petits ruisseaux, c'est ce qui fait les grandes rivières. C'est une maxime. Le temps, c'est de l'argent. Quand je te parlais du temps, là, je pense que ça, c'est une maxime très intéressante à discuter. Mais ces maximes-là, on les comprend pas jusqu'à ce qu'on les comprend. On les a, on est là, on pense les comprendre. Puis un jour, ça te tape sur la tête en mode ah ouais, c'est ça que ça voulait dire. Parce qu'un jour, tu as essayé de faire un truc, puis c'est sorti. Tous les jours, par exemple, t'es parti marcher. Tu parlais de marcher et courir. C'est comme ça que moi, au début, je courais pas. Puis j'ai couru. Puis j'ai fait un demi-marathon. J'étais là, what? Moi, un demi-marathon, c'était déjà extraordinaire dans ma vie. Et puis ça, c'est venu quand je me suis rendu compte que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis une fois, j'ai couru. J'étais là, j'étais à 1 heure. J'étais là, j'arrête ou pas? Je continue. Tu te rends pas compte que ton corps le fait. Et puis, ces maximes-là, tu les comprends que lorsque tu vis, tu as une expérience de vie qui te les met, et t'es là, waouh. Quand tu disais, elle te tape en plein à la tronche, là, puis t'es là, genre, ok, c'est fun. Maintenant, je comprends. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de conversation, puis surtout, si elles sont diffusées, parce que ça permet de donner une perspective aux autres pour essayer de les comprendre eux aussi. Pour qu'un jour, lorsque ça va leur tomber dessus, ils vont être là, ok, c'était ça qu'ils voulaient dire. Et puis, ça va sembler naturel, et c'est ça qui va vraiment être le fun. Moi, je suis convaincu que bon, là, il y a la période des coachs de toute ta vie, de ta sexualité, quoi. Bref, t'as des coachs partout pour tout et n'importe quoi. Mais au final, quel que soit le coach et quelle que soit la voie, tu vois, je pourrais parler de voie, art martial, etc. On parle tous de la même chose. Mais il y a juste une seule voie en fait qui est bien pour soi. Et exactement. il faut trouver la bonne personne qui te parle en fait, qui parle peut-être à ton âme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui parle à soi-même pour pouvoir grandir et évoluer en fait. Ah, exactement, mais moi c'est exactement ma vision, mais ma vision aussi par exemple sur plein de niveaux, au niveau des arts par exemple, je pense que tout le monde essaie d'atteindre la même chose avec les arts en termes d'expression, là. C'est juste que chacun a son médium, il y en a ils vont le faire avec la musique, il y en a ils vont le faire avec la peinture, et ça va toucher les gens de différentes manières, mais le message qui est derrière, la façon de transférer, on est tous des humains, donc on a des choses communes dans notre structure de le cerveau, notre structure de pensée. Et pour moi, de la même manière, là, tu parlais des coachs, c'est la personne qui va te faire, comme je disais, l'information elle est là, on a tous la même, là, mais la personne qui va te permettre de la comprendre toi, dans ton esprit, l'intégrer vraiment, c'est là où qui sera le bon coach pour toi finalement, si on parlait de coach. Des fois, ça peut pas être que c'est un ami, si tu veux, il n'y a pas besoin d'un coach forcément là, payé. Ça me fait penser à un truc, ouais, ouais, il y a un mec que j'aime beaucoup qui est très intéressant sur internet, c'est Patrick Buran-Sténas. Alors c'est un alchimiste moderne. Alors donc on pourrait dire énormément de choses, mais lui donc il parle le langage des oiseaux et donc dans sa vie il faut découvrir. Et donc découvrir c'est découvert. Donc s'il y a quelque chose à découvrir, c'est qu'il y a quelque chose qui est couvert, mais qui était déjà présent.
Oui, mais enfin, classique. Et classique au final. Donc ça veut dire qu'on, tu vois, on a déjà beaucoup de clés en soi, mais on en a su juste pas conscience au final. Sans même rentrer dans des trucs d'alchimie, etc., c'est le concept de la science. La science n'invente rien, on fait que découvrir des choses, et puis lorsqu'on les découvre, elles s'appliquent dans un contexte, et puis on les sait, on les a, puis un jour on les découvre, et puis on est là. Ok. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, bah oui, ouais, tu te Bon, bah, dis. Bon, on s'arrête là peut-être aujourd'hui? ouais, c'est juste que ça va couper, donc de toute façon, Ouais. ça a été on a 1 minute. Eh ben ça marche. Eh ben écoute, moi je te remercie beaucoup. Je pense qu'on se refera des petites causeries un peu plus Ce tard. sera avec Voilà. grand plaisir, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était intéressant. Et Faudra puis, juste qu'on trouve le décalage horaire qui convient. ça marche. Ça sera parfait. Bon, merci beaucoup Jérôme, c'était vraiment une excellente expérience là, puis on met ça quand tu veux. Eh ben écoutez, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.